l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Lukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamne plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission, le tribunal de l'actualité. Jules-Paul Tardivel a écrit ceci: le vrai patriote s'inquiète non du poste qu'il doit occuper dans la patrie, mais du rang que la patrie doit atteindre parmi les nations. Bonne méditation en cette journée du 1er octobre 2019. Bienvenue à cette première convocation donc pour ce mois d'octobre et bienvenue à la deuxième convocation de la semaine de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Je suis Lukman Sanfo, je préside ce tribunal de l'actualité, il faut bien le préciser, et deux juges au siège à cette émission. Disons d'abord bonjour à Geoffroy Vaha. Bonjour Président, et je suis très heureux, nous sommes mardi, d'être là pour cette deuxième convocation de la semaine. Bonjour juge Boukma. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Ce matin, on va s'intéresser à la grosse bagarre autour du projet de construction du nouvel aéroport de Ouagadougou ainsi que de la concession du transfert de celui de Ouagadougou donc à Doncin. Sur le pied de guerre, les agents opposés à la convention dont le marché a été concédé à un opérateur français sur le modèle PPP, et à l'occasion donc d'une conférence de presse tenue le mercredi 18 septembre dernier, le collectif des syndicats de l'aéronautique civile a indiqué, je cite, que ce contrat n'a pas pris en compte ni les intérêts du peuple burkinabé, ni ceux des travailleurs du secteur de l'aviation civile. Pour lui, ce contrat serait anti-burkinabé. Et s'il venait à être adopté, le peuple burkinabé n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour comprendre donc le sens de telles déclarations, nous avons convoqué ceux qui se positionnent aujourd'hui comme des alerteurs. Ils sont représentés ce matin par M. Ahmed Lamizana. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SUMAC, porte-parole du collectif des syndicats de l'aéronautique civile, c'est cela? Tout à fait, je suis le responsable du collectif des syndicats de l'aéronautique civile et le secrétaire général du SUMAC. D'accord, merci de répondre à notre convocation. Avec vous, nous allons comprendre justement les tenants et aboutissants de ce projet majeur qui tient à cœur les Burkinabés. Mesdames, Messieurs, la première partie de l'émission, les avant-propos. Merci pour votre fidélité à l'émission. Pour la première partie de l'émission, les juges ont chacun 60 secondes pour formuler des avant-propos. Commençons par Geoffroy Vaha.
Merci Président. Moi j'aurai deux avant-propos. Comme on est un invité chéri très bref, ça concerne la Côte d'Ivoire. Le premier il est politique. C'est la personne de Jacques Mangwa qui est vice-président du PDCI-RDA, qui est aussi donc personne influente dans le baquet pour ce parti-là et qui a été placé en détention hier. Et pourquoi? Pour détention d'armes, détention illégale. En fait, quand on écoute le procureur, ce qu'ils ont trouvé chez lui, c'est des munitions et puis des machettes, 40 machettes. Donc vous comprenez qu'il y a un appareil aussi qui est, il faut le dire en Côte d'Ivoire, fort utilisé pour régler des problèmes qu'on a aussi par ailleurs, c'est-à-dire sur une scène politique. Et c'est l'étau qui se resserre sur les proches de Henri Konan Boudié, et on le comprend bien, c'est le désamour qu'il y a entre ce PDCI-RDA aujourd'hui et puis le RHDP voulu par Alassane Ouattara. Et si vous avez souvenance, ça a été aussi et c'est toujours la misère que connaissent aussi les proches, notamment les proches de Soro Kibafori Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale. Et il faut le dire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce pouvoir qui utilise très souvent aussi cette justice-là pour régler ses comptes. Et je pense que ça, c'est pas un bon signal qu'on donne, parce que les amis d'hier, non inquiétés, sont aujourd'hui très inquiétés. Et puis, où on trouve les armes, c'est dans un de ce domaine très loin, on parle de quoi, 60 km de Boaké, c'est vraiment dans un coin perdu. Donc je veux dire qu'il y a découvert d'abord par son gardien et le constat est fait non en sa présence. Il y a beaucoup de choses à redire. Donc je pense qu'il faut bien regarder vers cette aide de Bionil et se dire que c'est pas tout qu'on gère comme ça. Il y a une leçon à tirer de cela. Deuxième élément, je pense qu'il y a cette histoire qui a défrayé la chronique quand même depuis hier, c'est le viol d'un enfant de 3 ans. C'est quelque chose qui fait très mal. Mais je pense que au-delà de l'émotion que cela crée et suscite, il faut que chacun comprenne que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde dans lequel il y a des gens qui sont très malsains. Et il faut faire attention. Il faut faire attention quand on a des enfants de bas âge. Aujourd'hui, dans les écoles, vous voyez les mesures de sécurité sont fortes, c'est des badges. Et à l'identité de celui qui vient, lorsque ça ne correspond pas à ce qu'on connaît de façon traditionnelle ou bien de ce que permettent les parents, il y a des choses qu'on ne permet pas. Et même dans l'entourage aujourd'hui immédiat, il y a à faire beaucoup attention. Maintenant, quand on lit le cas de cette jeune fille, quand on voit que c'est un proche, ça fait vraiment mal. Un enfant de 3 ans se retrouver violé, mourir de la sorte, ça fait vraiment mal. Et je pense que ça interpelle encore les parents à être beaucoup regardants et être beaucoup méfiants. C'était mes avant-propos ce matin. D'accord. Merci de nous les partager ce matin à cette émission Le Tribunal de l'actualité. Bernard Bougma, c'est à vous à présent. Merci Président. 2 avant-propos. Le premier, c'est également en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara continue de faire de souffler le chaud et le froid par rapport à 2020, mais aussi qui baigne toujours dans le discours l'air obscur. Donc lors de sa visite, de sa tournée dans le NZ, il laisse comprendre qu'il faut transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Lui fait partie de la génération qui, dès la fin des études universitaires, le boulot vous attend. Il y a une nouvelle génération qui n'a rien à voir avec cette réalité, donc il y a d'autres défis qui peuvent les relever. Et donc, c'est au moment où les uns et les autres se disaient finalement il va annoncer qu'il ne sera pas candidat, qu'il ajoute avec un brin d'humour, mais je n'ai pas dit que je ne serai pas candidat en 2020. Donc il y a le trouble encore effectivement qui a été jeté, et donc il maintient toujours effectivement ce suspense là. Donc un suspense qui permet de refroidir les ardeurs peut-être de ceux qui sont dans son camp, mais qui permet à certains aussi de revoir leurs calculs. Mais il y a aussi la question de la révision constitutionnelle dont il en a fait cas, mais il dit de ne pas faire des fixations sur l'âge. Effectivement, parce qu'il y a une affaire d'âge aussi en Côte d'Ivoire, parce que à la faveur, compte tenu de la crise ivoirienne, il y a des choses qui avaient été revues. Donc, il dit également de ne pas faire la fixation sur l'âge parce que vous aviez un bidet qui a pratiquement 84 ou 85 ans. Donc il y a cette réalité-là aussi qui est là. Mais finalement, sera-t-il candidat ou pas? Est-ce que cette révision vise à barrer la route au Sphinx de Daoukro? Pour le moment, on ne le sait pas. Donc le deuxième avant-propos, avec votre permission, c'est pour souhaiter une très bonne année scolaire à tous les élèves du Burkina Faso et beaucoup de courage à ceux qui sont dans les zones où c'est difficile de faire école ou peut-être c'est pratiquement pas possible de faire école. D'accord, heureusement que ça a été aussi bref.
Merci à tous les deux pour ce regard sur l'actualité. À présent, nous allons entendre le porte-parole du collectif des syndicats de l'aéronautique civile, en abrégé CESAC, qui dénonce le projet de contrat portant sur l'aéroport de Doncin, actuellement en examen entre l'État burkinabé et le groupement Méridien Marseille. C'est un groupe français. Alors, ils ont dénoncé cela à l'occasion d'une conférence de presse. C'était le mercredi 18 septembre dernier. Et nous avons convoqué donc le porte-parole du collectif pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce projet majeur. Alors, encore une fois, bienvenue à cette émission. Merci bien. Puisqu'on parle de collectif, qui sont ceux qui s'identifient et qui apportent leur voix à la vôtre pour dénoncer ce projet du nouvel aéroport? Excusez-moi, encore une fois, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je crois que votre émission est une émission qui est très écoutée par les Burkinabés. Et nous profitons en tout cas de ce tribunal qui nous a offert pour faire passer notre message, pour faire entendre au peuple burkinabé ce qu'ils doivent effectivement entendre. Parce que le problème aujourd'hui, ça va au-delà des travailleurs burkinabés, ça concerne l'ensemble du peuple burkinabé. Sur ce, le collectif des syndicats de l'aéronautique civile est composé de 5 syndicats. 5 syndicats. Il y a le collectif CGTB qui a comme président Niampa Salam, qui est en même temps le président du collectif des syndicats. Il y a le collectif ONSL. Il y a le SNTA, le syndicat national des travailleurs de la SECNA. Il y a le SINAPAP, le syndicat national des pompiers d'aérodrome de la SECNA. Il y a le SUMAC, le syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile. Il faut dire que c'est un large front constitué en tout cas de tous les syndicats au niveau de l'aviation civile. Et je dirais que c'est une première que on laisse ce large front pour mobiliser l'ensemble de tous les travailleurs au niveau du secteur de l'aéronautique civile. Voilà, vous le dites vous-même, c'est une première. Est-ce que c'est parce que vous estimez qu'on est dans la dernière ligne droite qu'on se regroupe de cette façon-là, ou bien l'esprit était déjà là qu'on devrait peut-être faire front commun pour se faire entendre? Il faut dire que le collectif des syndicats existait déjà, mais pour ce combat, qui composait d'autres syndicats. Mais pour ce combat, nous avons voulu vraiment ratisser large, faire en sorte qu'il y ait tous les syndicats soient représentés. Et je dirais que même si ce n'est pas la dernière ligne droite, on y tend. On tend vers la dernière ligne droite puisqu'on a déjà un projet de contrat de délégation qui est en cours d'examen pour adoption. D'accord. Avant d'en venir au fond, pour lire et comprendre entre les lignes, votre propos a été quand même largement commenté par certains internautes quand vous dites que c'est un projet anti-burkinabé. Certains n'ont pas hésité à dire que c'est une insulte à l'intelligence du gouvernement burkinabé, parce qu'un exécutif quand même qui fait un projet anti-burkinabé contre son peuple, c'est insulter son intelligence. Est-ce que les mots sont suffisamment pesés pour être prononcés comme tels? Les mots sont suffisamment pesés parce que tout simplement, comme on l'a dit durant notre conférence de presse, ce qu'il y a dans ce contrat, dans ce projet de contrat, s'il venait en tout cas à être adopté en l'état, je crois que le peuple burkinabé aura que les yeux à pleurer. Et comme on l'a dit, les échos qui nous parviennent dans ce projet de contrat de délégation, imaginez-vous qu'ils disent que le Burkina ne devrait pas développer un autre aéroport sur au moins un périmètre de 400 km. Et comme on l'a dit... On va revenir dans les détails parce qu'on va comprendre de façon chronologique. Permettons au juge de poser des questions d'entrée. Geoffroy Vaha. La première question que j'ai, c'est que lors du point de presse, vous posiez la question du PPP avec le groupement Méridien Marseille. Voilà. Et ça, pour eux, c'est l'aérogare. C'est le volet aérogare qui les concerne, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que, parce qu'on va venir dans le détail sur le problème de l'aérogare et la question de cette concession-là, est-ce qu'il y a d'autres soucis que vous avez, hormis le problème avec le groupement Méridien de Marseille? Bon, il faut dire que
effectivement, tel qu'on l'a compris actuellement, c'est effectivement un PPP qui sont en train de le faire avec le groupement Méridien Marseille. Je tiens à préciser que concernant ce projet déjà, nous avons organisé en février passé un grand panel, un panel de haut niveau, où on a même demandé à notre ministre de tutelle, le ministre des Transports, d'en être le parrain. Et durant ce panel, nous avons approché la MOAD, la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'aéroport de Doncé, pour qu'on nous communique déjà la stratégie du gouvernement, qu'on nous donne la vision. Imaginez-vous que déjà là-bas, nous avons reçu en tout cas une esquive diplomatique de la part de la MOAD qui refusait en tout cas de nous communiquer la stratégie, arguant sur le fait que la stratégie a été faite par un consultant et que en l'air sain, il n'y a pas quelqu'un véritablement pour nous faire une communication sur la stratégie, en tout cas concernant la concession de l'aéroport de Doncé. Bon, donc les choses ont évolué comme ça jusqu'à effectivement nous soyons surpris par ce projet de contrat de délégation qui est en train de sortir. Voilà un peu ce que je peux dire. Sinon, dans la stratégie en tant que telle, je pense que l'État apporte le plus grand apport financier. Et le consortium qui vient n'apporte même pas le quart. Même pas le quart du projet. Et c'est lui qui va gérer l'aérogare. C'est quand même compliqué à comprendre. Mais si ma mémoire est bonne, c'est 336 milliards, non, en gros ce que ça devrait coûter 230 milliards. 230 milliards. Voilà, 230 milliards, c'est déjà bon. Et autre question, vous dites que dans le processus lui-même, il y avait à un moment donné une dynamique illégale que vous avez dénoncée. Parce que côté loi, il y a des choses qui n'étaient pas respectées et vous vous réjouissiez de ce qu'il y ait une loi qui a été prise et qui encadre. On voulait un peu comprendre de quoi il s'agissait. Il y a une loi qui a été votée déjà en 2000. Vous savez que les entreprises, les établissements publics, pour pouvoir faire la privatisation, il faut nécessairement passer par une loi. C'est dans ce sens qu'à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui a été votée, la loi 10-2000 du 26 avril 2000, voilà, qui donne effectivement l'autorisation au gouvernement de concéder en même temps les deux aéroports. Je répète, en même temps les deux aéroports, l'aéroport de Ouagadougou et l'aéroport de Doncé. Bon, Ouagadougou, parce qu'en son temps c'était Ouagadougou. Voilà, il faut dire que le projet a mué entre-temps puisque Doncé est venu. Mais l'esprit de la loi est resté. L'esprit de la loi dit clairement que c'est les deux aéroports qu'il faut concéder. Ouaga et puis Bobo et puis Ouaga. Dans la phase actuelle, ce qui est en train d'être fait actuellement, le nouveau concessionnaire qui vient, il prend bonnement Doncé et il abandonne Bobo. Et ce qui est en train d'être fait. Donc déjà, nous disons que l'esprit de la loi est violé. Dernière question dans la série que j'avais, peut-être pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent un peu le problème qui est posé. Dites-nous quel est l'enjeu. Parce que quand on regarde, on se dit, bon, il y a une concession sous PPP, à groupement Méridien Marseille, et ça concerne que l'aérogare. C'est le coin où tout se passe, c'est là où il y a l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous dites que le Burkina aura beaucoup à perdre? Dites-nous clairement pour qu'on comprenne. Bon, c'est ce que je disais tantôt. Le projet des échos que nous avons eu de ce projet de contrat de délégation, s'il arrivait à ce qu'il soit voté en l'état, déjà, comme on l'a dit, il faut s'assurer que l'aéroport de Bobo, qui est un aéroport international, est un aéroport aussi stratégique, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'un pays ne peut pas se permettre d'avoir un seul aéroport international. Et déjà, même pour la zone de l'Ouest, qui est une zone aussi très économique, on ne peut pas se permettre cela. Le projet tel que les Français nous proposent, en tout cas, cela voudrait dire qu'il faut abandonner Bobo, parce qu'on n'aura pas les ressources nécessaires pour pouvoir entretenir l'aéroport de Bobo. Voilà. Donc déjà, rien que pour ça, je pense que les Burkinabés ont le droit de s'offusquer. On ne peut pas partir d'une situation où on a deux aéroports internationaux
on se retrouve dans une situation où on a un seul aéroport international. Ma question, abandonner Bobo comment? C'est parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper ou c'est parce qu'il y a interdiction, parce que Bobo rentre dans le périmètre dont vous parliez? Non, justement, Bobo ne rentre pas dans le périmètre de la concession. Il n'y a que l'aéroport de Doncin qu'ils vont prendre. Vous savez qu'actuellement, ce qui se passe, nous avons un gestionnaire de l'aéroport qui est la délégation aux activités aéronautiques nationales. Et ce gestionnaire de l'aéroport qui fait quand bien que mal, en tout cas qui joue quand bien que mal son rôle, gère en même temps l'aéroport de Ouagadougou, l'aéroport de Bobo, les aérodromes secondaires et les stations synoptiques. Voilà. Donc les recettes de l'aéroport de Ouagadougou suffisent en tout cas pour l'instant pour maintenir cet équilibre et en même temps assurer la survie des structures régaliennes, c'est-à-dire l'ADAC qui est l'autorité qui est chargée de superviser en tout cas le domaine de l'aviation civile et la météorologie nationale. Et il faut dire que Bobo, vous le savez, il n'y a pas tellement de trafic. C'est juste 2% des trafics du Burkina. Donc Bobo n'est pas viable. Les ressources de Ouaga permettent justement à Bobo de survivre. Et vous comprendrez que dans ces conditions, s'il venait que le nouveau concessionnaire prenne juste Ouagadougou pour gérer, Bobo va être abandonné et il va mourir de sa belle mort. Pourquoi abandonner? On a un État qui peut s'en occuper. Non, il faut dire qu'il devrait même s'en occuper. Oui, tout à fait. L'État, mais malheureusement, vous savez que les moyens de l'État ne sont pas, comme le gouvernement eux-mêmes le disent, ils n'ont pas de moyens extensibles à souhait. C'est limité. Et les ressources de l'aviation civile doivent servir uniquement au développement du secteur. Et c'est ce qui a toujours été fait. L'État, en tant que tel, n'injecte pas grands moyens parce que il y a suffisamment de ressources qui permettent, en tout cas à ces deux aéroports, de fonctionner. Et je dirais que dans la gestion, de façon même dans les autres pays, les aéroports sont toujours gérés en réseau. C'est géré en réseau en sorte que l'aéroport qui est le plus rentable, en tout cas, permet de gérer les aéroports les moins déficitaires. Si vous partez au Ghana, c'est exactement la même chose. Au Nigeria, c'est la même chose. Vous partez en Éthiopie, qui a une aviation civile très développée, c'est la même chose. En Afrique du Sud, c'est la même chose. Même en France, c'est la même chose. L'aéroport de Paris, qui est bougé, qui est vraiment excédentaire, ça permet et ça suffit, en tout cas, de gérer les autres aéroports secondaires. C'est le principe. C'est le principe qui est ainsi. Le nouveau concessionnaire qui vient, ils veulent s'occuper rien que de Doncin et abandonner les autres aéroports et particulièrement l'aéroport international de Bobo. Ça, c'est quand même quelque chose de difficilement acceptable. Ça, c'est un exemple. Hein. Il y a d'autres choses dans ce projet-là qui véritablement ne peuvent pas passer. D'accord. On permettra à Bernard de faire son entrée en matière avant de revenir à vous, Geoffroy. D'accord. Vous dites que si ça venait à être adopté ou accepté en l'État, il y a plusieurs services même de l'État qui vont partir, qui vont prendre coup. Quels sont ces services-là? Je dirais d'abord... C'est dans la déclaration, il n'a pas dit ça sur le plateau, ça peut paraître curieux pour ceux qui nous suivent, mais il a dit ça où? Parce que j'ai lu la déclaration, j'ai l'extrait de la déclaration, de votre déclaration liminaire que vous avez lue face à la presse. Non, tout à fait. Parce qu'il faut dire que l'aviation civile en tant que telle, il y a des structures régaliennes qui sont derrière, voilà, qui permettent à ces structures-là de faire en sorte que ces structures permettent effectivement à l'aviation civile d'être opérationnelle. Il y a l'ANAC, qui est l'Agence nationale de l'aviation civile, qui est l'autorité chargée de la supervision des activités de l'aéronautique. Et il faut dire que c'est une structure qui marche avec, je dirais, des réglementations internationaux, telles que l'OACI, des réglementations au niveau de l'UOMOA. Et sans cette structure, j'avoue que si nous n'avons pas une autorité forte, et bien entendu, vous savez que ce n'est pas du tout évident. Les compagnies, ils sont prêts à transgresser la réglementation. Si on n'a pas une aviation civile forte,
je peux vous assurer qu'au Burkina ici, les avions vont tomber comme des mouches. Il faut nécessairement avoir une aviation civile, une autorité forte pour faire en sorte que la réglementation, les règles de sûreté, de sécurité soient respectées. Et bien entendu, la météorologie aussi, qui est une structure régalienne qui s'occupe de l'aspect météorologie aéronautique. Vous savez que l'avion est dans l'air. Et dans l'air, c'est le domaine vraiment de la météo. Il faut des données météo fiables pour qu'ils soient communiquées aux pilotes pour que l'avion puisse effectuer son vol en toute sécurité. Si ces autorités, ces structures régaliennes n'ont pas les moyens pour vivre véritablement, et bien entendu, ça va jouer forcément sur la qualité des prestations que nous avons au niveau de l'aviation civile. Voilà. Donc, si je dirais que l'équilibre que nous avons aujourd'hui, en sorte que le gestionnaire gère l'aéroport de Ouagadougou avec des ressources assez suffisantes, permettant à elle-même de gérer Ouaga, Bobo, les aérodromes secondaires et les structures régaliennes, risque d'être bouleversés. Bouleversés ou bien disparaître? Je dirais bouleversé parce que tout simplement ce qu'ils proposent à ces structures ne vaut même pas leur budget de fonctionnement. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne pourront pas payer les salaires, ils ne pourront pas faire les missions d'inspection, ils ne pourront pas se donner les moyens pour qu'effectivement, je l'ai dit, la réglementation soit respectée. Alors, et du coup, notre aviation civile va en pâtir. En fait, je pose la question parce que il y a l'aéroport, un groupe vient prendre pour gérer, pour faire du bénéfice, et en même temps, dans le processus, il bouleverse les structures, et puis il y a des problèmes de vol, c'est-à-dire lui-même ne va pas rentabiliser. C'est pourquoi je pose la question de savoir comment est-ce que ça va fonctionner, parce que si ces services ne fonctionnent pas, lui ne va pas rentabiliser. Bon, vous savez, c'est une crainte ou c'est une certitude que ces services-là, ces services régaliens dont vous parlez ne vont plus exister. S'ils n'ont pas de moyens conséquents pour pouvoir jouer leur rôle, il va sans dire qu'ils ne pourront pas superviser l'activité de l'aéronautique civile. Et comme je l'ai dit, et c'est sûr que l'aviation civile au Burkina Faso va reculer. Alors actuellement ils tirent leurs ressources là d'où? C'est l'État c'est sur le budget qui finance, ou bien c'est sur les revenus des aéroports? C'est sur les revenus des aéroports. C'est ce que je vous ai dit. Le gestionnaire actuellement, qui est la délégation aux activités aéroportuaires nationales, qui est une structure de la SECNA qui gère l'aéroport actuellement, a les ressources suffisantes et nécessaires pour faire fonctionner, comme j'ai dit, tout ce qui concourt en tout cas à faire fonctionner l'aviation civile au Burkina Faso. Et ce nouveau concessionnaire, quand il va venir, il va prendre Ouagadougou. Les ressources qu'ils veulent en tout cas reverser à ces structures-là ne les permettent pas de fonctionner. Est-ce que vous avez vu la grille de répartition déjà pour savoir comment est-ce que ça va se faire? C'est sur combien de pourcents ils reversent aux autres pour le faire au point où... Puisque quand vous entendez parler, c'est comme si ce groupe arrive, c'est fini quoi. C'est pourquoi je voudrais en savoir davantage quoi, parce que ça craint. Ça craint, effectivement, c'est dans l'intérêt des Burkinabés de pouvoir voyager sereinement avec l'avion. Et même s'ils ne voyagent pas, c'est de savoir aussi que les structures régaliennes, donc qui relèvent de nos prérogatives nationales, fonctionnent et tournent à plein régime, et que quelqu'un ne vienne pas sous prétexte qu'il veut rentabiliser sur notre sol, mais c'est pour tuer notre fleuron. Donc c'est pourquoi j'insiste là-dessus, parce que ce que vous dites, ça craint, parce que qui de droit devrait normalement passer au galon nous expliquer. Ça craint vraiment, les Burkinabés en craignent, parce que d'autant plus que l'aéroport, comme je l'ai dit, c'est une frontière. Il faut savoir que l'aéroport, c'est une frontière, c'est un domaine de souveraineté. On ne doit pas brader un domaine souverain en l'État. Et pendant notre panel, nous avons fait le développement, nous avons expliqué. Allez aux États-Unis, vous allez voir que la plupart des aéroports sont publics. Même en France, les aéroports sont publics. Il y a eu un projet de privatisation qui a du mal à passer. Les Français ont même fait une pétition pour s'opposer à ça. Parce que c'est un domaine de souveraineté. C'est un secteur très sensible et les
les États, normalement, doivent se donner les moyens, en tout cas, pour pouvoir gérer leur aéroport. Maintenant, il faut dire que la stratégie telle qu'elle a été conçue depuis longtemps, la stratégie proposait de donner 27% du chiffre d'affaires aux structures régaliennes pour pouvoir fonctionner. En son temps, c'était déjà dans les années 2004, lorsqu'il y a eu une étude, nous avons dénoncé cette stratégie. Parce qu'on a tout simplement dit que les 27% du chiffre d'affaires en son temps qui n'atteint même pas déjà les chiffres d'affaires de 2019 ne permettaient pas à ces structures de survivre. Et visiblement, je crois que le nouveau concessionnaire, quand il est venu, parce que le projet dont on a eu les échos, il a effectivement appliqué les 27% de ses chiffres d'affaires. Et quand vous appliquez les 27% de ces chiffres d'affaires, vous donnez aux structures régaliennes, comme je l'ai dit, ça ne permet même pas de payer les salaires des agents. Donc ça pose vraiment déjà un problème. Donc, du coup, ces structures régaliennes dont je parle là ne vont pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Bon, je termine une dernière question. Oui. Vous dites que si le nouveau partenaire arrive, c'est-à-dire que les autres aéroports vont mourir, c'est-à-dire que l'État se désengage formellement aussi de ces aéroports-là. Donc, je vous conseille ça, vous gérez cela, mais moi je gère cet aéroport. Non, c'est ce que je vous disais tantôt. L'État, les ressources de l'État ne suffisent même pas à gérer certaines activités telles que la santé, l'éducation. Vous voyez dans quelle dynamique nous sommes actuellement, où l'État, c'est une fronde sociale où tout le monde est pratiquement dans les revendications. L'État dit qu'ils n'ont pas de ressources extensibles à souhait. C'est limité. Et actuellement, le secteur de l'aviation civile est un secteur qui est équilibré. Parce que les ressources que nous avons permettent effectivement à l'aviation civile de marcher correctement. Voilà. S'il y a un nouveau concessionnaire qui vient, qui rentre, j'allais dire, c'était comme un cheveu qui tombait dans la choupe, qui va justement bouleverser cet équilibre qui nous tient à cœur. Ça va déstructurer. Je dirais même, vous savez que les aéroports secondaires que nous avons sont positionnés même de façon stratégique, ne serait-ce que même pour la défense du territoire national. C'est extrêmement important, au-delà même de l'aéroport de Bobo, que les aéroports secondaires que nous avons, qui sont aussi stratégiques pour la défense du territoire, puissent effectivement fonctionner. Et tout ça, comme on l'a dit, l'État ne peut pas avoir les moyens pour gérer ça. L'actuel gestionnaire, il y a des difficultés, nous le reconnaissons, mais il faut quand bien que mal. Voilà. Alors, monsieur Lamizana, avant que je passe la parole à Géoffroy Nouveau, dans votre sortie, vous avez fait remarquer que, d'ailleurs, comme c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui, vous avez à plusieurs occasions travaillé à faire remarquer, effectivement, attirer l'attention du gouvernant sur le danger que représentait ce projet, s'il n'est pas bien compris dans ces détails. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur ce que vous avez eu à faire comme contre-proposition ou contre-égard pour que le gouvernement passé ait abandonné le projet jusqu'à ce jour? Et aujourd'hui, est-ce que vous y voyez un projet qui arrive à maturation, ou bien vous pensez que le gouvernement actuel va les yeux fermés contre les intérêts du Burkinabé? Bon, il faut dire que, je vais rentrer un peu dans l'histoire, pour dire que le projet de privatisation de l'aéroport de Ouagadougou n'a pas commencé tout de suite. C'est un conseil des ministres le 10 décembre 1997 que le gouvernement avait pris la décision de façon unilatérale de privatiser l'aéroport de Ouagadougou. Vous savez, un aéroport, quand on dise il est plus ou moins, en tout cas, ça génère beaucoup de sous. En son temps déjà, nous on avait soupçonné, je dirais, des hommes d'affaires d'être derrière cette volonté en tout cas de privatiser l'aéroport, de prendre, de faire main basse dessus et de fructifier leurs affaires. Ça c'était déjà en 1997. On a fait une lettre d'une seule page pour dénoncer ce forfait, pour dire que c'est illégal, que nous ne pouvons pas accepter ça. Et le gouvernement a reculé en son temps, et pour mieux se préparer en 2000 en votant une loi l'autorisant effectivement à privatiser l'aéroport international de Ouagadougou.
Nous avons dit, bon, vous avez obtenu votre loi, mais seulement pour pouvoir arriver à ça, il faut que les choses se passent dans les règles de l'art. Cela doit se passer sans qu'on ait ni licenciement, ni compression, qu'on n'ait pas de diminution de salaire, que les structures régaliennes, comme je l'ai dit, continuent à assurer leur rôle. Lorsque on a posé nos revendications, on m'a dit, faisons une étude de faisabilité. Ça, c'était déjà dans les années 2000. Et lorsque le gouvernement, on a fait l'étude de faisabilité qui a été commanditée par un cabinet, lorsque l'étude de faisabilité est arrivée, l'étude a prouvé que dans ces conditions-là, pour privatiser, on ne pourra pas privatiser sans qu'il y ait des licenciements, sans qu'il n'y ait pas de compression. Et les ressources qu'on devait justement donner à ces structures pour survivre posaient problème. Donc, en 2004, le gouvernement a reculé. Il a reculé pour rebondir avec le projet de Doncin en 2000. Dans le projet de Doncin aussi, il était question de privatiser déjà l'aéroport de Ouagadougou, et les recettes que devait gérer l'aéroport de Ouagadougou devraient, selon eux, permettre en tout cas à construire l'aéroport de Doncin. Et là aussi, nous avons dénoncé. Nous avons dit non, ça c'est quelque chose vraiment qui est inadmissible. Parce que si vous voulez construire un aéroport, donnons-nous les moyens. L'aéroport qui est là actuellement, ça marche correctement. Nous avons dit, bon, faisons encore une étude de faisabilité. Quand ils ont fait l'étude de faisabilité, et le gouvernement lui-même s'est rendu compte que c'est assez complexe, ils ont reculé. Parce que de deux choses l'une. Dans cette privatisation, comme je dis, il y a un nouveau gestionnaire qui doit arriver. Comme on l'a dit, nous on a fait tout simplement une démonstration par l'absurde pour montrer que c'est vraiment absurde. L'actuel gestionnaire qui est là gère l'aéroport de Ouagadougou, comme on l'a dit, l'aéroport de Boubou, les aéroports secondaires et les stations synoptiques. Le nouveau gestionnaire qui vient a prétention de prendre tout simplement l'aéroport de Ouagadougou, abandonner les autres aéroports et donner des recettes moindres aux autres structures. Nous avons dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit le nouveau gestionnaire qui arrive, il est incompétent, il est carent, ou bien que c'est l'actuel gestionnaire qui arrive à gérer l'aéroport qui a des problèmes. Il est évident que celui qui est là, avec les ressources qu'il a, qui permet de faire tout ça, c'est évident que c'est ce gestionnaire qui est à la hauteur de la chose. Le nouveau gestionnaire vient, tu prends l'aéroport et tu n'arrives pas à faire déjà ce que celui qui est là n'arrive pas à faire. C'est comme ça que sous la transition, lorsqu'on a expliqué au gouvernement de la transition, les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Ils ont pris tout simplement la décision d'arrêter en tout cas la privatisation de l'aéroport de Ouagadougou. Mais à notre grand étonnement, le gouvernement est revenu à la charge avec le projet de Doncin encore, et pour en tout cas tenter de faire un projet de par le PPP. Ailleurs, je vous assure que les autres pays cherchent des partenaires stratégiques. Les partenaires stratégiques chercher la meilleure option pour construire leur aéroport. On peut vous donner des exemples. Si vous partez à Lomé, par exemple, l'aéroport de Lomé, c'est la Chine qui l'a construit et qui l'a remis clé à main à l'État togolais. Si vous partez à Bamako, l'aéroport de Mali, c'est dans le cadre du projet Millennium du MCA qu'ils ont pu réfectionner leur aéroport. Voilà. Pour nous, il faut revoir toute la stratégie. Il faut qu'on s'assoie ensemble avec tous les acteurs compétents dans le domaine pour voir quelle est la meilleure option qu'on doit prendre pour pouvoir effectivement y aller. Mais la stratégie telle qu'elle est faite actuellement, nous avons été exclus. Ils disent que la stratégie, c'est le gouvernement qui conçoit les stratégies. Bon, mais cette stratégie, ça pose vraiment... Vous n'avez même pas la teneur de cette stratégie-là, puisque vous dites que quand vous avez saisi la Moadé, vous n'avez pas eu accès aux informations essentielles. Tout à fait. Tout à fait. Là, il y a une stratégie Donc vous ne pouvez pas réfuter quelque chose dont vous n'avez pas vraiment connaissance. Non, mais il faut dire qu'il y a déjà une stratégie de 2012. Il y avait un décret qui a été signé en 2012 qui donnait la stratégie. Et cette stratégie a déjà posé problème. Comme je vous ai dit, sous la transition, le gouvernement de la transition a fait arrêter ça. En 2016,
il y a une stratégie révisée qui a été introduite en Conseil des ministres, qui a été adoptée. Cette stratégie, nous ne l'avons pas reçue officiellement parce que, comme vous le savez, nous voyons clair dans cette affaire-là. Nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Nous avons eu l'impression, en tout cas, qu'on n'a pas voulu véritablement nous faire une communication autour de cette stratégie. Mais je vous avoue que cette stratégie n'est pas différente de la stratégie de 2012. C'est une variante de la stratégie de 2012. Dans votre déclaration liminaire, vous appelez à l'arrêt immédiat du processus de signature du contrat de délégation en cours avec le consortium Méridien Marseille et l'initiation d'une large concertation avec tous les acteurs. Vous dites pour définir l'option la plus avantageuse pour le Burkina Faso. Et il y a un point qui m'intéresse, c'est que c'est dans le strict respect des lois et règlements, tout en préservant les emplois ainsi que les droits et avantages acquis des travailleurs au secteur de l'aviation civile. Est-ce que ce n'est pas la question de vos droits et avantages qui ici sont défendus vraiment? Oui, au-delà de ça aussi, comme je l'ai dit d'abord, ce combat, on le fait parce que nous estimons que c'est un combat patriotique. Nous ne pouvons pas être contre la construction d'un nouveau aéroport. Et d'ailleurs, déjà, nous les syndicats, en 1983, on a organisé un congrès où on avait demandé le déplacement de l'aéroport international de Ouagadougou. Nous n'avons jamais été contre ce projet. Nous avons d'ailleurs été les premiers à le souhaiter en 1983, lors de notre congrès. Parce que l'aéroport actuel, compte tenu de sa position, en tout cas, elle est en centre-ville, il y a des problèmes de sécurité qui peuvent se poser. Aujourd'hui, le projet est en train d'être fait, mais il faut dire aussi que nous n'allons pas accepter que l'aéroport se fasse sur le cadavre des travailleurs qui sont là-bas. Dans tous les cas, c'est nous qui assurons le ciel burkinabé. Est-ce que ce que vous voyez venir, est-ce que c'est pas ça qui vous fait beaucoup plus peur? Parce que vous parlez des emplois qui peuvent être perdus et puis la question de vos avantages. Moi, je prends un exemple simple, peut-être que comparaison n'est pas raison, mais il est souvent raisonnable de faire des parallèles. Quand on prend le cas de notre entreprise aérienne qu'on avait, Air Burkina, qui avait des difficultés, on a tenté de vendre, c'était un peu compliqué, mais à la réalité, ce qui est ressorti du diagnostic qui a été fait, à regarder simplement, vous voyez le ratio même employé par avion, on était largement au-dessus de certaines compagnies même qui se débrouillaient pour continuer d'exister. Donc, et même pour revendre, pour que ce soit vendable, il faudrait faire un petit travail même sur le bon moteur que vous avez et la carrosserie qui ne va pas avec. Et il y avait ce travail-là à faire. Et je discutais avec le ministre du Transport qu'on avait rencontré, c'est un fait qu'il avait reconnu. Il dit le ratio, quand on regarde le ratio nombre de travailleurs pour avion, on est vraiment dans le suremploi. Donc il faut à un moment donné être courageux et puis faire des choix, et si on veut vraiment que ce soit quelque chose de viable. Est-ce qu'il n'y a pas ça que vous craignez? Est-ce qu'il n'y a pas ces interrogations-là que vous voyez venir? Non, nous n'avons nullement peur, de ça. Il faut dire que d'abord, le cas de Air Burkina que vous citez est un cas pathétique dont on peut faire déjà un commentaire. C'était, j'allais dire, c'est l'exemple patent qu'il faut vraiment se méfier des questions de privatisation. Voilà une compagnie nationale qui d'ailleurs, comme on le dit, on se vante, c'est la seule compagnie qui a toujours existé de façon continuelle. La plupart des pays qui ont leur compagnie nationale à un moment donné ont fermé, et Air Burkina a toujours existé. Nous avons privatisé Air Burkina avec des aéronefs. On avait en son temps 2 aéronefs propres à nous-mêmes. Et le privé qui a géré pendant un certain temps, nous remet notre compagnie sans aéronefs. Nous étions obligés d'aller chercher de nouveaux aéronefs pour faire fonctionner Air Burkina. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut se méfier vraiment de la volonté réelle de ces privés. Quand ils viennent, je vous assure que ce n'est pas du tout l'intérêt national ou l'intérêt des travailleurs qu'ils recherchent. C'est faire profit, lorsque ça ne va pas, on vous remet votre chose comme ça et puis ils repartent. Donc déjà, c'est un petit commentaire que je fais sur le cas de Air Burkina. Mais en ce qui concerne l'aviation civile, je peux vous assurer que nous sommes dans un domaine qui est véritablement réglementé.
Déjà, ces structures dont vous parlez ont pu avoir l'autonomie administrative de gestion, ils ont pu avoir l'autonomie financière. Il y a des contrôles rigoureux qui sont faits quant au recrutement. Il y a des ratios qui doivent être respectés, que ce soit déjà au plan international par l'OACI qui recommande qu'il y ait un certain nombre de qualifications au niveau de ces structures, que ce soit dans les conseils d'administration. Les choses sont gérées en sorte que nous n'avons vraiment pas des problèmes d'effectifs. Bien au contraire, nous on se plaint même parce que les effectifs ne sont pas suffisants. Il faut nécessairement armer, chercher des compétences ajoutées. Donc je peux vous rassurer que ce n'est pas une question d'effectif véritablement, c'est une question d'efficacité. Voilà, pour être véritablement efficace, il faut qu'on ait des ingénieurs de l'aviation civile, il faut qu'on ait des techniciens opérationnels dans le domaine pour pouvoir faire fonctionner l'aviation civile burkinabé. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous estimons, quand on fait les ratios, c'est clair, nous sommes en sous-effectif. Donc ce problème de ratio en tant que dans le personnel ne se pose vraiment pas. Maintenant, il va sans dire que en tant que travailleur, et c'est normal, même vous-même ici, si on doit faire une réforme en sorte que vos droits, vos avantages soient remis en cause, c'est humain, vous n'allez pas l'accepter. Voilà, ça aussi, sauf si l'intérêt. Est-ce qu'il en est question déjà dans la stratégie? Mais si on vous dit que les ressources qu'on vous donne ne permettent même pas de payer les salaires. Ça vous a été dit? Mais on a eu les échos de ce qui est dans ce projet de contrat de délégation. Pourtant, vous avez dit ici que vous n'avez pas le contenu, ça vous a été refusé. Bon, on n'a pas le contenu, mais il faut dire que nous sommes des syndicalistes. Nous n'allons pas nous asseoir. Vous avez commencé votre bagarre avant la bagarre même. Vous dire que si on ne commence pas maintenant, on risque d'être surpris, c'est ça? Bien sûr. Si on ne commence pas cette bagarre-là maintenant, c'est sûr qu'on va être surpris par cette affaire. Je crois que ça tombe à point. Il faut déjà nous donner l'alerte pour ne pas que cette chiffre-là arrive. Parce que déjà, il y a une commission qu'ils ont mis en place, qu'on nous a exclus. Je vous l'ai dit déjà, une commission qui est en train de travailler pour porter des amendements sur ce projet de contrat de délégation. Et on nous a refusé, en tout cas, l'accès à cette commission. J'aurais une dernière question. Oui. Vous savez, très souvent, lorsqu'on dénonce comment on appelle ça au pays, c'est le mouta-mouta, c'est que forcément derrière il y a quelqu'un qui a un intérêt. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas aller à des signatures de conventions pareilles où le Burkina perd pratiquement tout, où les Burkinabés qui travaillent depuis seront dans une inquiétude des plus monstres, si ce n'est pas quelqu'un qui par derrière gagne quelque chose. Vos soupçons, c'est quoi au juste? Au fond, c'est quoi? Bon, cette question, je ne veux pas porter. C'est vrai qu'on est dans un tribunal, il faut accuser forcément quelqu'un. Bon, en tout cas, il y a un coupable quelque part. Il y a des collusions, qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous, on est au tribunal, parce qu'on tourne un peu autour du pot. Il y a un coupable quelque part. Bon, dans tous les cas, certainement, il peut avoir, c'est possible qu'il ait une main invisible là-dedans. Le groupement Méridiane Marseille, c'est un groupement français. Je n'en sais rien, ça peut être un lobby français qui est derrière ça. Vous savez que dans nos pays, souvent, on a toujours parlé de la France-Afrique, des arrière-cours, en tout cas de la France, dans nos institutions. C'est possible que ça soit ainsi, mais véritablement, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Je ne vais pas rentrer dedans parce que je n'ai pas de preuves à vous présenter. Voilà, mais c'est possible que ça soit ainsi. Et déjà, dans ce projet de contrat de délégation dont je parlais, par exemple, les échos qui nous parviennent nous disent que ce groupement-là s'arroge le droit de prendre tout ou une partie du personnel. Ça veut dire déjà qu'il y aura des pertes d'emploi. Ils disent aussi que dans ce projet de contrat de délégation, comme on a dit, les échos qui nous parviennent nous disent clairement que c'est eux qui sont chargés du recrutement, du transfert du personnel, des mutations, des licenciements, sans que l'État burkinabé n'ait un mot à dire. Est-ce que vous avez pu vérifier ces échos-là? Moi, je ne dirais pas l'humeur. Bon. Ces échos, je peux vous assurer que
c'est pas des échos infondés. C'est pas des échos infondés. Vous avez pu les vérifier? Je vous dirais tout simplement que ce n'est pas infondé. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Lamizana, pour la plupart du temps, quand on est tiraillé dans une affaire comme celle-ci, on nous dit, en ce qui concerne le gouvernement, qu'il faut savoir faire un choix. Est-ce que entre les avantages, les acquis qui sont un peu menacés de ce qui pour vous, travailleurs, est-ce que le pays peut avoir comme retombée dans ce projet de concession? Est-ce que le choix n'est pas vite fait? Est-ce que vous pouvez faire des compromissions pour l'intérêt général du pays? Bien sûr, nous sommes des Burkinabés. Comme on l'a dit, ce projet, c'est notre projet à nous tous. C'est notre projet à nous tous. C'est d'abord un projet qui appartient à tous les Burkinabés. S'il y a des compromis à faire, il va falloir que, dans le cadre d'un dialogue social, qu'on s'assoie, qu'on discute de façon sereine, que les bonnes compromissions soient faites, et que effectivement on puisse avancer. Voilà. Vous annoncez une grève. Des compromis, oui. Voilà. Vous avez annoncé une grève, c'est ça? Pardon? Vous avez une grève qui commence aujourd'hui, demain? Non, pas demain. Pas Finalement, demain. Ça ne tient pas le 2? La grève a été, en tout cas, un préavis de grève qui est là. Ça a été annoncé pour le 11 et le 12 de ce mois. À quoi est-ce que les Burkinabés qui très souvent voyagent dans vos services là, quelle sera leur surprise? Parce que c'est-à-dire, j'ai pas compris. Quel sera l'impact? L'impact de la grève? Oui, parce que nous on se réveille le matin, quand on entend grève de taxi, on sait à quoi s'en tenir. Bon, il faut dire que, comme je l'ai dit, l'aéroport c'est quand même une frontière. Vous allez fermer la frontière? On va fermer la frontière, ne va pas marcher. Il n'y aura pas de vol. Il n'y aura pas de vol. Il n'y aura pas de vol pendant au moins 48 heures. Il n'y aura pas d'atterrissage, il n'y aura pas de décollage. Bon, déjà, nous comprenons que... Est-ce qu'on peut rappeler les dates pour que les uns et les autres puissent pouvoir se préparer à ça? Notre objectif, ce n'est pas de faire la grève. Il faut qu'on le comprenne. Parce que je tiens à dire que le secteur de l'aviation civile, comme vous l'avez remarqué, c'est un secteur généralement calme. Hein? Cette fronde au niveau des syndicats qui a commencé depuis la transition jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas entendu parler des syndicats de l'aviation civile. Quand vous regardez notre revendication, on ne demande pas d'augmentation de salaire. Dans le préavis qu'on a déposé, ce n'est pas des revendications pécuniaires, pas du tout. Parce que vous êtes bien payé déjà, on le sait. Il n'y a pas de souci. Bon, je ne dirais pas que nous sommes... Parce que préserver le gain, c'est déjà quelque chose. Hein. Non, nous ne dirons pas. Au contraire, je peux vous dire que être là-bas, c'est un sacerdoce. Parce que vous savez, le domaine de l'aviation civile, c'est un travail à feu continu. Le sacerdoce, il est partout, il est dans tous les services. Tout à fait. La contrepartie du sacerdoce, c'est là que c'est sûr ça, que les autres sont... D'accord. Je crois d'ailleurs qu'on... C'est relatif ce que vous dites, mais en tout cas, je sais qu'au niveau de l'aviation civile, déjà, les gens s'en plaignent. Mais notre préavis, ce n'est pas une question pécuniaire. Ça, je peux vous l'assurer. On vous a suffisamment entendu, vous avez donné les explications. On va voir ce que ça inspire au juge au siège. Ben Abouma, rapidement. Bon, je pense qu'il a dit clairement, c'est l'une des rares fois où au Burkina, il y a des mouvements de grève, pas pour des questions d'argent ou des questions de salaire ou d'indemnité à allonger ou à revoir. C'est beaucoup plus centré sur intérêt général, intérêt commun, à les entendre parler. Donc c'est quand même la différence avec les autres mouvements d'humeur ou de grève, c'est selon. Ici, le mot d'ordre est clair, c'est pas un mouvement d'humeur, c'est une grève, c'est aussi des gens qui s'assument par rapport à leur mouvement ou à leur mécontentement. Donc c'est ce que moi je note. Geoffroy? Moi, je comprends les inquiétudes. C'est vrai que nous ne sommes pas des puristes du domaine, mais on comprend un peu les craintes qui sont les leurs, c'est-à-dire la question de la préservation des emplois, la question sur la préservation des acquis, mais aussi et surtout de comprendre à quelle sauce à la fin on sera mangé, ou bien est-ce qu'on veut vraiment nous manger. Et puis je crois aussi que quand on parle de gestion d'aérogare, pour moi c'est quand même, quoi qu'on dise, c'est un point névralgique. Et si c'est quelqu'un qui ne contribue pas de façon majeure dans
ce qu'on a comme financement pour cet aéroport-là, j'ai l'impression qu'on lui concède quand même le cœur de l'affaire. Pourquoi? C'est des choses à chercher à comprendre. Et puis si aujourd'hui, ceux qui seraient impliqués, donc ils vont faire le travail demain, ne comprennent rien dans la concession qui est en train d'être signée, je pense qu'il y a un problème. Très souvent, et c'est ce qui pose souvent les dissensions sous nos cieux, c'est qu'on donne très souvent l'impression que ce qu'on est en train de gérer ou ce qu'on est en train de discuter là, les autres là n'ont rien à y voir, ils vont découvrir après. Et ça donne lieu à toutes les suspicions parce qu'on se dit mais quel deal vous êtes en train de faire? Et souvent aussi il faut enlever un peu d'opacité pour qu'on puisse avoir le clair des contrats et qui sont signés, parce qu'à la fin c'est vous et moi qui payons pour ce qui est en train de se passer, parce que quand nous allons aller, quand on dit PPP là, à un moment donné c'est rentabilité et puis concession après, mais pendant le temps de la rentabilité, écoutez, c'est pas le président qui va venir payer seul, le premier ministre qui va venir payer seul, c'est nous tous qui passons à l'aéroport et donc on sera concernés. Visiblement, l'autorité en charge de la question est interpellée à travers cette sortie du collectif des syndicats et nous espérons que l'autorité effectivement répondra à nos questions très prochainement pour effectivement soutenir l'opinion dans cette affaire. Merci à vous, monsieur Lamizana. Merci bien. Vous êtes le porte-parole du collectif. Merci d'être passé nous donner toutes les explications nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Mesdames, messieurs, on s'arrête là. Espérons vous retrouver demain pour la 3e convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.